Dans les jours ou semaines qui suivent l'accouchement, les parents, mais plus précisément les femmes, passent par d'énormes bouleversements physiques et émotionnels qui, quelquefois, peuvent éclipser le bonheur qui accompagne l'accueil d'un nouveau membre de la famille. Que devons-nous donc faire pour rapidement remonter la pente et profiter pleinement des joies de la maternité? Nous vous disons tout juste après le générique. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission d'éducation sexuelle sans tabou et sans complexe. Je me fais un bonheur de vous retrouver ce soir ainsi que mes invités sur le plateau que je m'en vais vous présenter bien évidemment. À ma gauche, nous avons Madame Grace Koumaï, sage-femme d'État et entrepreneur. Bonsoir ma sage. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. C'est un plaisir, vous savez. C'est un plaisir Voilà. pour moi aussi. Aujourd'hui, on dirait que j'ai un problème de dépression. Non, on ne va pas en arriver là. C'est vrai? C'est pour ça que monsieur est là. Mais avant de lui donner la parole, alors dites-moi, vous êtes sage-femme d'État, mais à côté, vous faites aussi dans le recrutement, la formation de... Si vous voulez bien nous en parler. Oui, effectivement, j'ai un cabinet, la Maison des Nounous, qui est chargé de faire le recrutement, la formation et le placement des doulas. Tu as une fois entendu parler? Je ne connais pas. Je suis sûre que les dames qui nous suivent non plus. Effectivement, les doulas, ce sont des femmes qui ont la vocation, qui proposent leur accompagnement à des femmes de la déclaration de la grossesse jusqu'à 6 semaines après l'accouchement. Cet accompagnement qui n'est pas médical, c'est-à-dire pendant la grossesse, la femme enceinte a besoin d'une personne à ses côtés pour l'écouter. Pendant l'accouchement, pour ne pas trop déranger l'entourage, la femme enceinte ou bien la famille peut demander une doula qui sera à leur côté comme une accompagnante, mais une accompagnante qui est formée. Après l'accouchement, la sage-femme ne pouvant pas faire le suivi quotidien à domicile, c'est le doula qui s'en charge. La relève. Voilà. C'est bien vrai que nous faisons également les nounous et les aides ménagères. Donc voilà ce que nous faisons. Une femme à multiples casquettes. Et à ma droite, comme le disait madame tout à l'heure, nous avons monsieur Mathieu Désiré Agada, psychologue clinicien et responsable du cabinet Psycare. Bonsoir monsieur. Bonsoir Whitney. Soyez le bienvenu. Merci. Je sens que le plaisir est aussi partagé d'être avec nous sur le plateau ce soir. Tout à fait. Et la première question va s'adresser à Madame Grace. Dites-moi, dans l'exercice de votre fonction, est-ce que vous avez déjà eu à rencontrer des femmes souffrant de la dépression du postpartum? Oui, effectivement, c'est fréquent en tant que sage-femme. Et pour ne pas dévancer le psychologue, la dépression postpartum, je peux dire, nous avons deux types. La petite dépression, qui est vraiment courante, ce que nous, en tant que sage-femme, nous raconterons, c'est une petite dépression que nous appelons souvent le baby bloom, qui survient à partir de J2, J3, qui ne dure pas. Donc, vous savez, la plupart des femmes, déjà J3, peuvent être toujours avec nous au centre. Voilà, donc ça c'est fréquent. Ça touche également plusieurs femmes parce que c'est dû à la chute à la chute brusque des hormones, la baisse des hormones, donc ça touche de 50 à 80% de femmes. Le postpartum, comme ce n'est pas, ça devient pathologique, comme ce n'est pas une maladie physique qu'on peut déceler. Traiter les symptômes directement. Comme les femmes aussi ne respectant pas aussi les rendez-vous, c'est-à-dire après l'accouchement, on dit 8 jours après revenez, après 6 semaines revenez, la plupart des femmes ne reviennent pas. C'est difficile de faire ce suivi, mais lorsqu'il y a un suivi à domicile, par exemple moi dans mon cabinet avec les doulas, il y a le contact, là, il y a le suivi après accouchement, nous arrivons à détecter ce postpartum. C'est vraiment courant. Ça touche plusieurs femmes, mais comme on n'en parle pas. Ça continue plusieurs femmes continuent d'en souffrir. Mais disons-nous la vérité, ce ne sont pas des caprices. C'est vraiment un trouble qui apparaît après l'accouchement. Parce qu'à entendre certaines femmes, certaines mamans mémées, elles ont tendance à dire que surtout nous, les jeunes filles de maintenant, ce sont des caprices que nous faisons après l'accouchement. Vous nous attestez là que ce n'est pas des caprices.
Ce ne sont pas des caprices, c'est tout comme aussi les bobos de grossesse où on a tendance à dire la femme fait des caprices, nous disons au partenaire, au mari que non. Ce ne sont pas des caprices, ce sont des effets des hormones. Après l'accouchement, il doit y avoir la baisse ou bien la disparition de certaines hormones qui peuvent exposer cette dernière à ces baby blues. La dépression, ça va dépendre. Vous savez, quand une femme vient pour la consultation, qu'est-ce que nous avons l'habitude de faire? On regarde, est-ce que l'enfant respire bien, la hauteur utérine, on met le doigt, voir le col. On oublie la femme. Cet oubli, la femme se sent délaissée. Elle se sentit déjà délaissée avec le partenaire parce que la majorité des partenaires s'éloignent. Donc, tous ces facteurs aussi peuvent également y exposer, participer et à cette dépression, la peur d'être maman premièrement. Parce qu'on se dit, est-ce que je peux le faire? Est-ce que moi aussi je suis à la hauteur? Surtout qu'il n'y a pas de guide qui permet de prendre à bras le corps ce nouveau rôle. Voilà. Et chez nous en Afrique, tu accouches, tout le monde te donne conseil. Tout ce que tu fais, c'est pas bon. Nous souffrons. Tout ce que tu fais, c'est pas bon. Tout ça, là, il participe à cette dépression. C'est pourquoi je dis, les femmes en souffrent, mais comme ce n'est pas un mal physique, personne ne sait qu'elles souffrent, mais nous souffrons. Voilà. Nous souffrons. Vraiment, je ne sais pas ce qu'on a pu faire à Dieu, si ce n'est que cette pomme qu'elle va croquer dans le jardin, ou s'il y a autre chose, mais ce qui est sûr, nous continuons de souffrir. Alors, Monsieur Mathieu, dites-moi, y a-t-il une différence entre le baby blues et la dépression du postpartum? Absolument. Il y a une dépression entre le baby blues. D'ailleurs, madame, la sage-femme vient de vous le dire. Le baby blues est un trouble émotionnel courant que les femmes ont juste après l'accouchement, qui peut durer en moyenne entre quelques jours à 2 semaines. Mais lorsqu'on dit en moyenne, vous comprenez que certaines peuvent aller jusqu'à 4 semaines. Ça varie d'une femme à une autre. Voilà, ça varie d'une femme à une autre. Mais c'est juste un trouble qui est circonscrit dans le temps. D'accord. Et dont les facteurs sont la chute hormonale, comme on l'a dit, l'anxiété et la fatigue. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la grossesse est une épreuve éprouvante pour la femme, à plusieurs titres. Ça a été expliqué d'ailleurs tout à l'heure. Et donc, tout cela va contribuer après la grossesse à une petite chute de l'humeur qui sera observée autour évidemment, d'un changement émotionnel rapide. On peut passer d'une humeur à une autre, d'une fatigue intense et aussi d'une certaine forme de retrait de cette femme. On a un sentiment qu'elle s'isole un peu, mais c'est sur quelques jours. Contrairement à la dépression postpartum qui, là, rentre dans un trouble de l'humeur. Nous rentrons déjà dans un problème de santé mentale. Et je voudrais rappeler à tous ceux qui nous suivent de noter qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, la santé est conçue comme étant un paramètre à 2 dimensions. La santé mentale et la santé physique. Parce que madame, la sage-femme disait tout à l'heure que parce que le mal n'est pas physique, on pense qu'il n'y a pas de problème et que c'est des caprices. C'est vous qui avez utilisé le mot en premier. Oui, la santé, c'est d'abord, lorsqu'elle est définie, le bien-être. Ensuite, on peut voir s'il y a maladie ou infirmité. La maladie ou l'infirmité, c'est ce qui est du domaine du médical, c'est ce qui est du domaine du physique qu'on traite. Mais la santé ne se limite pas qu'à ça. Au médical. D'accord. Alors, dites-moi, chez nous ici en Afrique, après l'accouchement, il y a toute une pléthore de personnes qui défilent depuis l'hôpital jusqu'à la maison. Alors, est-ce que la présence de ces personnes peut éviter à la nouvelle maman de tomber en dépression ou quelles que soient les personnes qui l'entourent, cette dépression peut quand même arriver? Tout dépend. C'est une question de contexte et de jeu de rôle. Ces personnes jouent quel rôle? Si c'est véritablement un rôle de soutien, cette maman ne souffrira jamais de dépression postpartum. Mais si c'est plutôt un rôle perturbant, avec des informations contradictoires, comme madame vient de le dire, un rôle je vais dire, de harcèlement. Parfois. Vous avez trouvé le mot. Voilà. Ceci doit être fait ainsi, ça ne doit pas être fait là, comme ça, ça doit être fait comme ça et non comme ça. Donc, avec les changements hormonaux, la fatigue,
vous voyez pression la que pression, nouvelle vous maman voyez ressent. très vite que cette dame-là va sombrer dans la dépression. Et ce qui est dommage et ce dont nous ne nous rendons pas compte souvent, c'est que contrairement à nos sociétés d'avant qui savaient bien gérer ces choses, parce que c'était des expertes, c'était des mamans, des personnes âgées qui accompagnaient comme cela se doit les nouvelles ou les nouvelles qui mamans. vont rentrer dans la famille des mamans. Aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Tout le monde est expert, tout le monde vient donner son expérience de vie, alors que nous avons tous nos expériences de vie particulières. Il peut m'arriver de puiser quelque chose d'utile dans vous, votre expérience de vie, pour accompagner la mienne, mais ça ne veut pas dire que votre expérience de vie s'impose à moi. J'ai mon expérience de vie à vivre, et lorsqu'on accompagne quelqu'un, il est important de le savoir pour qu'on ne soit pas dans une forme de guidance ou de manipulation, mais qu'on soit un vrai accompagnateur qui met au centre la personne qu'on va accompagner, parce que comme Madame vient de le dire, la femme enceinte a besoin de savoir que tant on s'occupe de la vie qu'elle porte et elle va mettre au monde que d'elle-même. Merci, monsieur. Alors, la sage-femme, quels sont les symptômes les plus récurrents que vous rencontrez chez les femmes souffrant de baby blues ou de dépression de postpartum? Comme je l'ai dit, il faut partager leur quotidien. Il faut vraiment discuter avec elles. Il faut vraiment leur suivre pour comprendre ce dont elles souffrent. Dans notre réalité ici, c'est difficile, mais les cas que nous avons en tant que sage-femme, et la plupart c'est l'indifférence. Elle se sent indifférente, tout ce qu'on dit, quand elle vient dans les causeries, elle est indifférente, c'est-à-dire elle manifeste, comment je vais le dire, elle ne manifeste aucun intérêt envers l'enfant. C'est des femmes qui vont te dire, je me sens très bien, très à l'aise en dehors de mon enfant. Ce sont des femmes, quand elles arrivent à l'hôpital, pour rien du tout, elles commencent pas à pleurer. En posant des questions, on se rend compte que ça se répète également à la maison. Vous savez, nous, normalement, à l'hôpital, on doit disposer de temps nécessaire pour discuter avec ces derniers. Je vais parler du mari et du monsieur, de comment se passe la grossesse, comment doit se passer l'accouchement. Il faudrait déjà que le monsieur vienne aux consultations pour pouvoir lui poser des questions. Oui, l'OMS a dit aux partenaires d'accompagner au moins 3 fois, parce que c'est 9 consultations. Dans les 9 consultations, le monsieur doit faire les 3 fois les consultations. Il doit venir les 9 fois, parce qu'il est aussi concerné. Parce qu'il est aussi concerné. Où nous donnons les informations sur les différentes transformations que son corps va subir, le déroulement de l'accouchement. Après l'accouchement, qu'est-ce qui peut arriver? C'est lorsque ces parents, ces futurs parents ont ces informations qui pourront après venir nous dire, vous nous aviez parlé de ci, voilà, nous avons remarqué de tel. Nous, dans notre accompagnement à domicile, c'est-à-dire après l'accouchement, nous suivons à la maison. Nous sentons, ce sont des femmes, quand tu arrives, et c'est-à-dire, elle ne se sent pas confiante, et elle te dit des petits détails qu'elle pouvait faire elle-même. Elle se dit, fais-le pour moi. Elle se dit, je ne suis pas capable. Peut-être la sage-femme va le faire à ma part. C'est en voyant ces petits signes, en rentrant dans les causeries, dans la discussion, qu'on se rend compte que, voilà, il y a soit un baby blue par rapport au temps, ou soit une dépression postpartum. Donc, si j'ai bien compris votre développement, lors des consultations prénatales, vous entretenez et la femme enceinte et le conjoint à la possible survenue de la dépression du postpartum après l'accouchement. Mais comment explique-t-on donc que malgré ces explications, quand la dépression se manifeste, les femmes n'ont pas toujours le soutien nécessaire qu'il faut? Est-ce parce qu'ils ne sont pas des spécialistes ou enfin tout le monde est campé sur l'enfant au détriment du bien-être de la maman? Ce que je viens de dire, dans la majorité des cas, dans la plupart de nos centres, c'est ce qui doit être fait. D'accord. Mais ce qui se fait, nous n'avons pas le personnel de santé, je vais parler de la sage-femme, du gynéco, ne dispose pas de temps nécessaire pour donner ces informations. Ne dispose pas également des compétences nécessaires pour donner
ces informations. Nous avons des centres où nous avons la présence des psychologues. Dans le suivi des consultations prénatales, il y a des cas où on peut dire que cette femme a besoin de la présence d'un psychologue. Parce que nous, à l'École nationale des sages-femmes, nous avons une formation, mais c'est une formation brève. Peut-être de quelques heures, quelques jours. Vous ne pouvez pas rivaliser avec quelqu'un qui a suivi la formation de... Voilà. Nous, notre objectif, c'est de détecter un facteur qui pourrait exposer cette femme à une dépression. Et après une dépression, on dirige cette dernière vers le psychologue. Mais c'est difficile dans nos pays, ici, dans notre pays. Tu dis à une femme, va voir le psychologue. Le mari va dire, ma femme est devenue folle. Je dois être malade avant d'aller voir le psychologue. Mais elle se sent très bien, son bébé va bien. Et pourquoi je vais aller voir? Donc, nous, les sages-femmes, nous ne sommes pas là pour les traiter, mais c'est pour poser un diagnostic, pour dire que cette femme est exposée, ou bien cette femme a déjà des symptômes de cette dépression. Il faut la référer vers la personne adéquate. Voilà. Mais dites-moi, pourquoi est-ce qu'on croit que vous ne soignez que les fous? C'est peut-être parce que nous ne faisons pas assez de pédagogie autour de notre métier. D'accord. Et c'est peut-être parce que vous ne cherchez pas assez non plus. Parce que vous auriez pu découvrir tout seul que le domaine de la psychologie, c'est l'étude scientifique du comportement des êtres vivants. Donc, ce n'est pas l'étude scientifique de la maladie mentale. Voilà. La maladie mentale a son domaine qui est médical, qui est la psychiatrie, différent de la psychologie. Mais l'un dans l'autre, ce que nous devons retenir aujourd'hui, et qui est très important, Madame la sage-femme l'a dit, consulter un psychologue, lorsqu'on revient même à la définition de la santé par l'OMS, ce n'est plus un luxe. Tout le monde devrait avoir un psychologue comme on a un médecin traitant, parce que c'est le second volet de la santé. Donc, être en bonne santé ne signifie pas que je ne suis pas malade. Donc, messieurs, mesdames, lorsqu'on vous demande d'aller voir un psychologue, on vous demande d'aller évaluer votre santé mentale pour laquelle vous n'avez pas les outils pour pouvoir le faire. Et Madame la sage-femme l'a dit tout à l'heure. Et vous-même, vous aviez posé la question, est-ce par manque de compétences? Les questions de stress, d'anxiété, de dépression ne sont pas adressées par des profanes. D'accord. Ce n'est pas possible. Un profane ne peut pas, quelle que soit sa bonne volonté, gérer une question de dépression, gérer une question d'anxiété. Le profane va utiliser les mêmes mots que le spécialiste, mais les résultats seront différents. Parce que l'autre est spécialiste et l'autre est profane. Donc, il est important, comme Madame l'a décrit tout à l'heure, lorsque vous lui avez posé des questions sur le symptôme, elle vous a décrit ce qu'elle voit au quotidien, que la science a regroupé sur le changement d'humeur, les émotions intenses, la fatigue et l'anxiété. Lorsque on vous décrit ce qu'on met dans ces différents symptômes, c'est exactement ce qu'elle a dit. Une femme qui a le nerf à fleur de peau, qui va vite partir en vrille dès qu'on parle de quelque chose lié à son enfant, son humeur va changer. Ou une femme qui va subitement se mettre à pleurer, alors que vous êtes ensemble en train de discuter autour de quelque chose, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle s'est mise à pleurer. Et c'est dans ces moments que le mari lui crie dessus. Franchement. Mais toi, tu as quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Alors qu'il est question de santé et de santé mentale. Et surtout, nos mères qui nous disent, on ne pleure pas sur l'enfant. Et si tu es là, on ne pleure pas sur l'enfant. Pourtant, c'est un mal-être que la maman est en train d'exprimer. D'exprimer vraiment. Et surtout, comme le psychologue vient de le dire, vous allez voir ces femmes, du retour à la maison, que ce soit la belle-mère ou bien la maman qui est avec elle, ça ne colle pas bien. Et voilà, peut-être le médecin a dit, après un accouchement, maman n'est pas d'accord. Voilà, mais après l'accouchement, il faut faire 1 mois avant de laver le bébé. La maman dit non, elle se retrouve au milieu de ce que maman a dit, ce que le professionnel de santé a dit. C'est compliqué. Avec tous les conseils qui vont avec. C'est compliqué. Alors, Monsieur Mathieu, dans votre centre, est-ce que vous observez des symptômes autres que ce que Madame Grace a dit tout à l'heure?
Quand vous recevez, quand ça arrive, ça vous arrive de recevoir des femmes qui consultent pour la dépression du postpartum, est-ce qu'il y a des symptômes spécifiques que vous remarquez chez ces femmes-là? Ce que je peux ajouter, hein, parce qu'elle a tout dit, tout ce que je peux ajouter encore, c'est peut-être le sentiment de culpabilité, peut-être qui n'a pas été suffisamment développé. Il y a de ces femmes qui, après l'accouchement, que ce soit dans le baby blues ou dans la dépression postpartum qui va s'installer, vont se sentir incompétentes à gérer la petite vie qui est arrivée. Et pourquoi est-ce qu'elles vont se sentir incompétentes? Elles vont se sentir incompétentes à cause de tout ce que nous venons de dire, des messages contradictoires qui vont fuser de gauche à droite. Et donc, à un moment donné, elle va se sentir coupable. Ah, je ne suis pas capable de prendre soin de mon enfant. Je n'arrive pas à suivre toutes ces recommandations. Et vous allez peut-être aussi voir que, comme on parle de dépression, il y a un changement dans son appétit. Voilà. Elle sera soit anorexique, soit boulimique. Surtout qu'après l'accouchement, nos mamans nous exigent un régime alimentaire qui est censé booster la lactation. Voilà. Alors que des fois, tu n'as pas envie de manger ça, mais on t'oblige à manger, sinon tu deviens rebelle. Ce dont il est question ici, et je le répète encore, c'est de se faire accompagner par des spécialistes. Parce que justement, la recette que nous pourrons avoir au plan social, qui va booster la lactation des femmes en général, peut ne pas être une recette qui marche pour Ablagan, par exemple. Je donne un exemple. Et c'est parce que Ablagan aurait été dans un processus de prise en charge spécialisé qu'on trouvera pour elle ce qu'il faut et non qu'on serait en train de lui imposer des choses qui ne marchent pas avec son corps, soi-disant c'est ce que tout le monde a toujours fait et ça a marché. Parlons de ça, pourquoi est-ce que vous ne nous rédigez pas comment je vais dire, un canevas sur la maternité pour que les femmes le suivent? Parce que c'est compliqué cette affaire. Parce que les personnes de qui nous attendons le plus de soutien se mettent à nous juger, à critiquer le simple fait des gestes que nous avons, surtout chez les primipares. Parce que l'annonce de la grossesse, le déroulement, on est contente, on espère avoir son enfant en bonne santé. Puis quand l'enfant vient, oh, on n'attrape pas l'enfant comme ça, c'est pas comme ça qu'il faut donner le sein, il faut manger ci, il faut s'habiller là. On n'en peut plus. Vous ne pouvez pas rédiger un guide pour nous aider. Ok, ça ne touche pas que les primipares, parce qu'il n'y a pas d'expérimenter dans la grossesse et dans l'accouchement. Chaque grossesse, chaque grossesse est unique, chaque accouchement est particulier. Donc, c'est pour ça, je l'ai dit plus haut, que le personnel de santé ne dispose pas de temps nécessaire. Lorsque nous allons dans nos centres, vous allez voir peut-être un personnel de santé avec le nombre de personnes dans les rangs. Qu'il faut consulter. Pour pouvoir satisfaire tout le monde, on est obligé de réduire le temps qui était censé permettre aux professionnels de donner les informations nécessaires. C'est pourquoi nous, par exemple, nous avons mis en place aujourd'hui la formation de doula. C'est le doula qui est formé par un professionnel de santé et qui accompagne cette dernière. Lorsque le couple, moi c'est le couple, parce que quand tu dis la femme, pendant la grossesse, il y a les sauts d'humeur, tout ce que tu dis, c'est pas évident que ça rentre dans les oreilles. Donc le fait de donner ces informations utiles, nécessaires au couple, ça permettra ce que lorsqu'il y a un conseil qui va venir de l'extérieur, ils sauront comment gérer. C'est pour ça également nous disons, la grossesse doit être un suivi quotidien. Une femme qui vient aujourd'hui pour la consultation, nous donnons rendez-vous après 1 mois, dans les 30 jours, qui fait le suivi. Dans les 30 jours, elle a des inquiétudes, elle a ceci, elle a besoin juste de quelqu'un pour lui donner une réponse, dire oui, ne fais pas, non, ne fais pas. Tout comme à TikTok. Des fois, nous sommes la nuit, tu vois quelqu'un, maman, j'ai dit, je vais prendre pastèque, comme on dit, pastèque aux fraises que je peux manger. Elle a juste besoin d'un oui ou d'un non, d'un professionnel. S'assurer qu'elle fait bien. Or, dans le centre de Saint-Sympa, c'est pourquoi, même si vous voyez, on a mis en place les cours de préparation à la naissance qui vont permettre à cette dernière d'avoir une personne qui l'écoute, qui répond à ses inquiétudes à tout moment. Mais il faut avoir un budget pour souscrire à ces cours de préparation à la naissance. Mais au cas contraire,
nous faisons un effort. La nouvelle génération des sages-femmes est disponible, que ce soit sur les réseaux sociaux, comme tu viens de le dire. Tu vois, on préfère le médecin prescrit médicaments. Mais il vient sur demander. Qui a une fois voilà ce que mon médecin a prescrit. Est-ce que c'est bon ou pas? Voilà. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les sages-femmes sont là. Elles font un travail dynamique. Dans la société, nous avons des sages-femmes communautaires en dehors de la maternité qui sont là, qui donnent les informations nécessaires, les médecins, tous les praticiens. Nous attendons les psychologues aussi bientôt. Ils vont s'ajouter. Alors, depuis tout à l'heure, nous parlons des mamans, mais dites-moi, monsieur Mathieu, est-ce que c'est possible qu'un homme aussi souffre de la dépression du postpartum? En tout cas, pas dans les mêmes termes. Un homme peut souffrir de dépression. Là, lui souffre parce qu'il ne dort plus assez. Humaine. Le bébé pleure trop. La dépression est humaine, mais ce ne sera pas forcément du même type avec les mêmes symptômes. D'accord. Et je veux vous rassurer qu'il y a beaucoup de documents qui expliquent comment est-ce qu'on doit gérer le processus de la grossesse. C'est parce que parfois nous ne lisons pas assez dans nos contrées. Sinon, il y a plein de documents qui ont été faits de manière scientifique, qui aident à l'accompagnement de la grossesse. Au-delà de ça, pour ceux qui n'arrivent pas à lire, il faut simplement retenir que aujourd'hui, nous ne devons plus considérer la santé comme une question physique exclusivement et médicale. C'est important, tout part de là. Parce que si vous avez bien compris ce que Madame la sage-femme est en train de dire, vous comprendrez qu'un médecin ne peut pas laisser une urgence médicale pour venir faire de la préparation mentale et du suivi psychologique. C'est pour ça que la science, l'ayant compris, a adressé les besoins par différents domaines. Donc le domaine médical va s'occuper du physique, des infirmités, de tout ce que vous voulez, mais tout ce qui sera de l'ordre de la santé, mais qui est de l'ordre du bien-être, est adressé par le psychologique. Donc, dans nos mœurs, désormais, vu que nos sociétés ont été, entre guillemets, délitées avec la rencontre du colonialisme, nous n'avons plus les mêmes tissus sociaux que nous avions de par le passé, où nous avions plus de chaleur humaine qui pouvait nous éviter le stress chronique, plus de dames sages qui allaient dire à celles qui vont dire à une primipare ou à une femme, comme elle l'a dit, toutes les grossesses ont leur réalité, ce n'est pas qu'une question de primipare. Non, ne lui parlez pas comme ça, restez en dehors. Et elles prennent en charge la personne de manière adéquate parce qu'elles ont l'expérience suffisante dans nos cultures pour le faire. Aujourd'hui, nous n'avons plus ces références. Donc, ce qui nous reste, c'est de nous référer aux spécialistes lorsque nous sommes dans ce genre de situation. Je veux nous défendre, nous en tant que population. Des fois, non, parce qu'il ne peut pas juste nous lancer la pierre comme ça. Des fois, ce n'est pas que nous n'avons pas envie de lire, mais c'est rassurant de l'entendre de la bouche du professionnel de la santé. D'accord. Est-ce que je mens? Non, des fois, tu as l'information, mais parce que ce n'est pas le docteur qui a dit, ce n'est pas le psychologue qui a dit, tu ne le prends pas comme parole d'évangile. Mais c'est le psychologue ou bien le gynéco qui a écrit, ou bien c'est la sage-femme qui a écrit? Donc quand il parle de tests, de livres, qui en parle, des fois c'est rassurant. Vous savez, même quand tu es malade et que tu vas à l'hôpital, la façon même dont le personnel de santé te reçoit, te met à l'aise et te permet de dire ce dont tu souffres. Mais quand tu arrives que la personne est déjà pressée, la mine renfrognée, ce n'est pas pareil. Moi, je peux lire que, par exemple, une femme enceinte peut manger de l'ananas. Mais je veux l'entendre de la bouche de la sage-femme me dire que quand je mange l'ananas, mon enfant n'est pas en danger. Et là, ça passe crème. Donc oui, nous lisons, mais nous avons juste besoin que vous nous confirmez. Et aussi, il faudrait que les psychologues soient un peu plus proches de nous. Si, je concède à tout ce que vous venez de dire. D'abord, nous n'avons pas tous les mêmes niveaux scolaires pour être capables de lire. C'est une réalité. Quand j'en parlais, c'était un constat. Ce n'était pas une forme de jugement. C'était un constat. C'est pour ça que j'y ai associé le fait de se référer à un spécialiste, parce que j'ai associé les deux. Et nous, du mieux que nous pouvons, nous allons nous rapprocher de vous. Et vous aussi, vous devez désormais être à l'aise à savoir que la question de santé mentale n'est pas une question de maladie mentale et que lorsque vous voulez jauger votre santé mentale, vous voulez prendre soin de votre santé mentale,
vous ne devez plus avoir peur d'aller voir des psychologues et des professionnels en santé mentale. On va essayer. Voilà. Et moi, pour ajouter, je profite pour dire à la population que le choix de son centre de santé est vraiment important. Quand on est enceinte, comment faire le choix de la personne qui va me suivre? Nous avons des gens, nous avons des femmes, nous avons des couples qui ont des moyens, qui sont modestes, qui peuvent aller dans des centres privés avec des coûts accessibles et avoir un accès à ces informations pour laisser aussi les autres couches aller dans des centres publics et pouvoir bénéficier. Nous avons aujourd'hui, le ministère de la Santé, chaque 6 mois, chaque semestre, publie les centres de santé privés qui sont recommandés. Ces centres de santé, c'est à des coûts accessibles, sont vides, mais on préfère aller au niveau... Le gratuit a toujours un goût plus exquis. Mais je me dis, c'est l'information, qui manque Mhm. pour dire à celles que dans les centres privés, elles ont accès aux mêmes services pour permettre à toute femme de bénéficier des compétences du professionnel de santé et de la gynécologie obstétrique. C'est important. Mais j'aimerais aussi ajouter, il ne faut pas oublier cet aspect. Hein. Tu sais aussi que la sexualité, le manque, la femme a sevré le monsieur pendant 9 mois. La femme s'est sevrée pendant des mois, pendant la grossesse. Et ça peut aussi être à la base de cette frustration et autres. Cette dépression postpartum. Après l'accouchement, on se dit que l'enfant est sorti, mon gros enfant là est sorti par là. Est-ce que je peux encore prendre le fils? Ça peut créer aussi d'autres bobos. Voilà. Alors, là, la question, c'est pas un psychologue, c'est à l'homme sur le plateau. Est-ce que réellement, durant cette période de grossesse et de postpartum, vous vous abstenez comme nous? Ouais, la sage-femme dit que ça peut être à la base, mais quelqu'un qui se libère dehors, il ne doit plus avoir le droit d'avoir son comportement. On se connaît, ma sœur. Bon, c'est pour ça que je pose la question à l'homme psychologue. Le représentant. D'accord. Ce qu'il faut d'abord noter, nous sommes différents sur Terre. Nous n'avons pas les mêmes modes de fonctionnement. Alors, durant la période de grossesse dans un couple, il y a des couples qui vont s'abstenir. Parce que soit médicalement, soit il y a le besoin, soit eux-mêmes, la grossesse a fait que le désir est tombé. Voilà. Par contre, oui, nous le disons aussi, le médical insiste dessus, la science insiste dessus, c'est pas parce qu'on a une grossesse qu'il ne faut plus faire d'activité sexuelle. L'activité sexuelle même peut stimuler le bon déroulement de la grossesse plus tard. Attendez, donc, un gros plan sur Monsieur Battu. Reprenez s'il vous plaît. Vous dites? Oui, je ne l'invente pas. Non, je n'ai pas dit que vous l'inventiez. L'activité sexuelle peut être un facteur favorisant tout ce qui va suivre au niveau de l'accouchement. Parce que ça va aider les contractions. La sage-femme est là. Vous savez, lorsqu'on est dans les relations sexuelles, la jouissance chez nous se fait par la contraction de nos muscles. On dirait rentre dans mon domaine, quoi. Voilà. J'adore. Il est en train de poser les bases. Vous allez prendre la relève tout à l'heure, oui. Donc, pour être bref, les relations sexuelles ne sont pas interdites lors de la grossesse. Tout dépend de quel contexte nous avons devant nous. S'il y a des problèmes médicaux qui demandent à ce qu'on fasse attention et tout, mais dans la majorité des cas, il est même recommandé d'avoir des relations sexuelles durant la grossesse pour favoriser le travail d'accouchement qui va suivre après. Maintenant, je ne vois pas en quoi nous serions infidèles alors que nous avons déjà la possibilité de faire l'amour avec nos femmes, même si elles sont enceintes. Maintenant, il est vrai que l'infidélité fait aussi partie de la vie humaine, pas que de la vie des hommes, humaine, hommes et femmes. Et si quelqu'un, comme l'homme, a eu à se soulager dehors, évidemment, le problème ne se pose pas. Mais s'il ne s'est pas soulagé, oui, le problème peut se poser en les termes que madame a utilisés, mais aussi et surtout en post. C'est surtout au plan médical aussi, s'il y a eu intervention chirurgicale, qu'il faut faire attention aux relations sexuelles après
l'accouchement. Donc, il y a forcément une période où on laisse la femme reprendre une bonne physiologie, un bon fonctionnement de ses organes génitaux avant de reprendre les relations sexuelles. Mais tout cela, pour moi, lorsqu'on est accompagné, voilà, on trouve un cadre d'échange autour qui permet à chacun de lever les stress et anxiétés qu'il y a autour. Et on trouve le juste milieu et pour la femme et pour l'homme et tout va bien. Et tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux, c'est le plus important. Alors, le pays est en paix. Le pays est en paix. Monsieur Mathieu vient de le dire. Les rapports sexuels sont conseillés au cours de la grossesse. Il y a certains qui disent qu'elles ont peur que le membre du monsieur ne touche l'enfant ou ne blesse l'enfant. Est-ce que c'est possible? Non, ça n'a rien. Comme le psychologue l'a dit, pendant la grossesse, il faut que lorsque le professionnel, la sage-femme ou le gynécologue donne la sage-femme ou le gynécologue donne le OK, on se dit pas de souci. Mais tu sais qu'au début de la grossesse, c'est-à-dire les 3 premiers mois, la femme n'a pas d'appétit parce qu'il y a les signes sympathiques qui sont là. Maintenant, à partir du 2e trimestre, l'appétit sexuel de la femme revient. Mais c'est le monsieur qui perd son appétit parce que le nez qui devient... Tu connais le nez de la femme enceinte, non? Le nez qui devient gros. Imposant. Voilà, imposant, les lèvres et tout ça fait fuir un peu le monsieur. À partir du 3e trimestre, le ventre qui commence pas à sortir. La fatigue. La fatigue. Le monsieur même voit la femme déjà fatiguée. Le monsieur même a peur de faire mal à l'enfant. Comme monsieur l'a dit, lorsqu'on est accompagné, on est rassuré, on dit, madame, à toi de créer maintenant le climat qui va permettre à ton partenaire de venir vers toi. Donc, c'est ça. Après l'accouchement, on se dit, 45 jours après, elle peut recommencer les activités sexuelles, mais à condition qu'elle soit elle-même prête. Parce que si elle n'est pas prête, qu'elle soit physiquement, psychologiquement, elle peut créer d'autres complications sur ses prochaines appétits sexuels. D'accord. Voilà. Pour vous donner une petite idée de comment ramener monsieur vers vous pendant la grossesse ou l'accouchement, nous allons à la pause publicité, puis nous revenons tout de suite. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. Alors, monsieur Mathieu, dites-moi, est-ce que la dépression du postpartum est quelque chose de récurrent dans nos contrées? Et si oui, est-ce que les femmes arrivent facilement à venir se faire suivre par le professionnel adéquat? Dans notre sous-région ouest-africaine, il y a des chiffres, quelques chiffres qui montrent que ce mal est plus ou moins récurrent. Donc, que lorsque je parle de sous-région est-africaine, donc notre pays fait partie de ça. Entre 10% à 25% des femmes sont touchées par ce mal. D'accord. Et j'ai moi-même eu à prendre déjà quelques femmes en dépression postpartum. Et ça, c'est celle que j'ai vue, comme la sage-femme l'a dit tout à l'heure. Et je voudrais même saisir l'occasion pour les féliciter pour l'organisation qu'elles ont avec les doulas.
c'est une très bonne chose pour accompagner les femmes enceintes parce que ce dont nous sommes en train de parler, ce qui aide à le réduire aussi, c'est la sensibilisation et l'information. D'accord. Nous sommes en train d'en faire une partie pour la population en général, Oui. mais pour les concerner, le couple et la petite famille nucléaire, tous ceux qui vont accompagner ces femmes enceintes-là, il faut une petite formation, des outils à leur offrir pour savoir comment accompagner la femme. Donc, c'est un mal récurrent. Récurrent, 10 à 25%, ce n'est pas petit. Et également, je confirme que j'ai moi-même dans ma patientèle de tels cas. Et Dieu seul sait ce que je ne vois pas, ce qui ne passe pas par moi. C'est le lieu d'inviter en ce moment tous les hommes, les messieurs à bien surveiller leurs femmes et à les adresser à des spécialistes, sages-femmes, médecins généralistes, psychiatres, psychologues, pour un suivi lorsqu'ils ont aperçu ces quelques signes dont nous parlons, pour qu'ils ne commencent pas par sermonner, mais qu'ils sachent qu'il est question de choses à gérer sur à le plan l'aide de la spécialité santé. La sage-femme venait de le dire, la grossesse ne connaît pas ancien client. Oui. Ce qui veut dire que qu'on soit primipare ou pas, on peut être sujet à la dépression du postpartum. Absolument. Mais la question que je voudrais poser, est-ce qu'il y a un risque de récidive après chaque accouchement? Totalement. Il y a un risque de récidive parce que tout est question de la façon dont l'accompagnement a été fait. Et aussi des facteurs environnementaux qui causent cette dépression postpartum. S'il y a des choses dans l'environnement qui ont créé la première dépression postpartum, on a géré, on a fait psychothérapie, on a soutenu, c'est passé. À la seconde grossesse, le même facteur est dans l'environnement, vous aurez forcément une nouvelle dépression postpartum. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà, les mêmes causes produisant les mêmes effets. On soigne, c'est passé deuxième grossesse, troisième grossesse, le même facteur est là. On revient encore. Voilà. D'accord. Et ça, ce n'est vraiment pas conseillé. Le travail doit être fait de sorte non seulement à prendre en charge la femme enceinte, mais aussi son environnement. On ne peut pas faire d'accompagnement pour une femme enceinte qui souffre de dépression postpartum sans faire une psychothérapie à son mari, ce n'est pas possible. Sans faire des séances d'écoute familiale, si tant est que la belle-mère est concernée, la belle-sœur est concernée et que c'est une femme. Si on ne le fait pas, c'est comme si on n'a rien fait parce qu'il y a des facteurs dans l'environnement qui risquent, ou on peut le faire par personne interposée. Peut-être que le mari, ayant été sensibilisé à la chose, il prend sur lui la charge d'aller mettre de l'ordre dans tel ou tel domaine de leur vie de couple pour que cela ne se reproduise pas. D'accord. Massage, les conséquences de la dépression du postpartum sont le plus visibles chez la femme. Mais est-ce que les nourrissons n'en souffrent pas? Les nourrissons, Vous voudrez, oui. Le psychologue n'a qu'à répondre dans le domaine. Ok, bon, dites-moi alors. Évidemment que le nourrisson va souffrir de la dépression de sa maman. Depuis qu'il est dans le ventre, il est très connecté à sa maman, il vit les émotions de sa maman. Et d'ailleurs, quand on parle de dépression postpartum, nous oublions de parler de la dépression perpartum. C'est la dépression post- et perpartum, c'est-à-dire même avant d'accoucher, lorsqu'on tombe enceinte, on vous a donné des phases tout à l'heure sur la sexualité, on peut tomber dans des phases où la femme, voyant son gros ventre, n'aime plus son image corporelle, elle va déprimer. Le gros nez dont on parlait. Cette forme de dépression est moins courante parce que généralement, au cours de la grossesse, la femme est beaucoup plus suivie et accompagnée qu'après la grossesse. Voilà. Donc, lorsque vous prenez en compte le lien qui existe entre la mère et l'enfant, même lorsqu'il vient au monde, il doit être toujours en lien avec le sein maternel. C'est comme ça qu'il communique émotionnellement avec sa maman. Et lorsque sa maman est triste, est sujette à une dépression grave, l'enfant va ressentir les mêmes choses. Seulement, son problème à ce stade sera plus d'ordre du physiologique et de la croissance que de l'émotionnel. Ce n'est que plus tard que les répercussions, que ce passage à vide entre sa mère et lui ait eu lieu, qu'on pourra adresser ces problèmes affectifs à lui. Sinon, sur l'immédiat, il y aura répercussion, mais il sera question de trouver rapidement
qui va prendre en charge sa nourriture, parce que si sa maman est dépressive, elle doit même suivre un traitement. Il y a des traitements qui font qu'on ne peut plus le nourrir au sein. Donc, comment on gère ce petit bébé pour qu'il continue par croître physiologiquement et physiquement, mais après, lors de son évolution psycho-affective, ce gaps-là, ce moment de difficulté entre sa maman et lui, le lien de tristesse va ressortir, et c'est en ce moment-là que lui-même pourra se faire prendre en charge par un spécialiste. D'accord. Alors, Massage, nous avons d'autres, on voit même des enfants qui sont violentés. Oui. La femme qui vient pour nos consultations, la bébé à côté, frappe l'enfant, violente l'enfant, elle insulte l'enfant, qui vont agir sur l'enfant comme monsieur l'a dit. D'accord. Ce qui me pousse à demander, est-ce que l'instinct maternel se réveille tout de suite après l'accouchement ou chez certaines, il leur faut un temps d'adaptation? Moi, je fais mes communications, je dis instinct maternel, combien de personnes comprennent? Moi, je parle plutôt de l'amour maternel. D'accord. Ok. L'amour maternel n'est pas automatique chez toutes les femmes. Certaines femmes peuvent, dès l'accouchement, dès qu'ils touchent le bébé, parce que nous, dès que nous sortons le bébé, nous déposons le bébé sur le ventre de la maman. Chez certaines femmes, c'est à partir de ce moment. L'amour maternel, c'est-à-dire l'instinct maternel dont tu as vu, c'est la capacité de satisfaire les besoins du bébé. Pendant la grossesse, elles n'ont pas encore cet amour, elles n'ont pas encore cet instinct. C'est après l'accouchement. D'autres, c'est quelques jours. Chez certains, même ça peut évoluer vers il y a quelques semaines. Donc, ce n'est pas automatique. Chez toutes les femmes. Ce n'est pas automatique chez toutes les femmes. D'accord. Dans ce cas, est-ce qu'il y a des gestes appropriés à poser pour réveiller cet amour maternel-là? La première des choses que nous faisons, c'est dès l'accouchement. On met l'enfant sur le ventre, peau à peau. La chaleur, là, il y a un instinct qui se crée, un amour qui se crée automatiquement. Après l'accouchement, nous disons même à la maison, faire le kangourou. De temps en temps, déposer l'enfant sur le ventre, sortir avec le bébé. Nous conseillons aussi au papa pour créer aussi cet instinct paternel chez eux. De temps en temps, lorsque le papa est assis, couché sur le canapé, qu'il dépose le bébé sur le ventre, ou bien avec comme un kangourou pour créer cet instinct maternel. Autre chose, c'est que il faut être avec son bébé, causer avec son bébé, être à l'écoute de son bébé. Et voilà, avoir confiance en soi. D'accord. Voilà. Monsieur Mathieu, quand est-ce que la femme, la nouvelle maman, peut reconnaître avoir besoin d'aide, avoir besoin d'un accompagnement? Alors, la femme doit appeler à l'aide lorsqu'elle se sent isolée, lorsqu'elle sent que ses émotions s'emballent, lorsqu'elle sent qu'elle est extrêmement fatiguée, exténuée par tout ça, l'enfant qui vient au monde, elle n'en peut plus, elle doit appeler à l'aide. Lorsqu'elle voit qu'elle a des difficultés de concentration, qu'elle n'arrive plus à retenir même comment prendre soin de son enfant, parce qu'il y a des règles, il y a des choses à faire à telle heure, qu'elle n'est plus concentrée, qu'elle n'est plus vraiment là pour gérer les tâches qui vont avec sa vie de maman, qui doit prendre soin d'un bébé, elle doit demander de l'aide. Lorsqu'elle sent une peur énorme, l'anxiété c'est la peur, lorsqu'elle sent une peur terrible en elle sur le concept, est-ce que je vais être capable de prendre soin de lui? Est-ce que je suis capable de le nourrir comme il faut? Mais que cette peur est exagérée, elle doit demander de l'aide. Voilà quelques signes, pas exhaustifs, mais quelques signes qui peuvent l'alerter à demander à parler à un professionnel. Alors, et quels sont les traitements applicables dans ce genre de cas pour un retour à la normale? Ça va dépendre de la sévérité de cette dépression postpartum. Sévérité, c'est-à-dire? De sa gravité. D'accord. Voilà. Donc, nous irons de l'extrême de la gravité à une prise en charge psychiatrique. Nous en avons où il y a une prise en charge médicamenteuse, un soin médical qui est fait jusqu'à ce que la personne ne soit stabilisée avant
de revenir en psychothérapie pour reconstruire la personnalité de cette maman et l'aider à repartir dans la société. Ou mieux, ce que je souhaite, je souhaiterais pas qu'on aille jusque-là, mais ou mieux, dès qu'on a demandé de l'aide, c'est une dépression légère ou modérée que nous pouvons adresser en psychothérapie qui va faire ressortir les difficultés qui ont amené cette maman vers ce champ-là de troubles de l'humeur. On essaie de les régler et puis elle va mieux. Sinon, il y a deux grandes familles de traitements. Les traitements médicamenteux, prise en charge médicale par la psychiatrie parce que c'est aller trop loin, ou prise en charge psychologique par le psychologue et les professionnels de santé mentale, ou des groupes de parole tels que les doulas, des personnes qui ont été formées, qui ne sont pas médecins, mais qui peuvent, autour d'un groupe de parole, aider ces femmes-là à verbaliser leurs émotions, leur mal-être, pour mieux se sentir après, repartir sur de bons pieds. Voilà à peu près les quelques outils que nous avons. Il y a aussi l'appel téléphonique qui n'est pas courant chez nous. En Occident, ils savent que leur société peut être assez recluse sur elle-même. Donc, il y a la possibilité d'un numéro vert pour une femme qui reconnaît ces signes d'appeler et de se faire soutenir pour aller mieux. D'accord. Alors, Massage, Ouais. est-ce que vous avez des conseils à donner aux nouvelles et futures mamans? Ok, je l'ai dit plus haut qu'en tant que sage-femme, notre objectif, c'est de pouvoir mieux les accompagner, de leur donner les informations nécessaires et de poser vite le diagnostic, de trouver un facteur, un symptôme et de la dépression postpartum et les guider vers les spécialistes, c'est-à-dire les psychologues. Moi, mon conseil que je peux donner comme je donne, c'est l'homme qui est le plus proche de la femme. L'homme a un rôle important à jouer dans la prévention de cette dépression postpartum, comme des petits mots. Tu es formidable, tu es super, tu es à la hauteur. Elle a juste envie d'entendre qu'on lui dise que tu es capable. C'est comme quand une femme va pour accoucher. Toute femme pour aller accoucher, elle se dit, est-ce que moi aussi je peux accoucher? On dit que tu es capable, tu le fais déjà. Tu fais déjà, tu es la meilleure maman. Voilà ces mots que le papa peut accompagner. Avec ces mots, le partenaire peut accompagner la maman pour qu'elle puisse avoir confiance en soi et jouer bien son rôle et être éloignée de cette dépression. Mais au cas où ça s'installe, que l'homme puisse trouver des petits symptômes, des petits signes et en parler à la sage-femme qui pourra vite la référer vers. Parce que comme nous l'avons dit, ce n'est pas une maladie physique, ce n'est pas un mal physique. C'est la personne à côté. Détecté à l'œil nu. Voilà, vous avez une femme, tantôt elle est souriante, tantôt elle change d'humeur. Lorsque ça se répète, il faut parler à la sage-femme ou au personnel de santé qui pourra diriger cette dernière vers les spécialistes. D'accord. Je vous en prie. Monsieur Mathieu, dites-moi, c'est vrai que les femmes, elles ont besoin d'un suivi psychologique, mais quels peuvent être les apports que l'entourage direct peut apporter à cette femme-là pour l'aider? Parce que le suivi ne se fera pas 24 heures sur 24 ni 7 jours sur 7, mais quels sont les apports que aussi peuvent apporter pour le bien-être de cette maman? Tout à fait. Je voudrais résumer ce que Madame la sage-femme vient de vous dire par un terme technique scientifique qui s'appelle le soutien émotionnel. D'accord. Le soutien émotionnel est quelque chose de fondamental dans la gestion de ces situations. Le soutien émotionnel signifie que lorsqu'une personne se plaint de ce genre de choses à côté de vous, au lieu de lui dire qu'elle est faible, que non, tout le monde arrive à faire ça, pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à faire ça? Il faut être compréhensif. Il faut montrer à la personne d'abord qu'on la comprend. Et ensuite, l'encourager de manière bienveillante. Tant que vous n'avez pas fait cela, vous laissez le sentiment à la personne que vous ne prenez pas en compte son être. Il ne faut pas se jeter sur le problème en voulant résoudre le problème, en oubliant la personne qui vous pose le problème. La personne qui vous pose le problème est d'autant plus importante que le problème lui-même. Donc la femme, l'environnement, que ce soit la famille, le mari lui-même et toute autre personne
qui serait témoin de ces genres de situations d'une femme qui est en difficulté avec la gestion de son bébé et qui ferait une dépression postpartum, c'est d'avoir à l'esprit qu'il faut soutenir émotionnellement les personnes. Donc c'est dans ce soutien émotionnel que vous verrez que non, il y aura la valorisation du petit effort. Elle a dit tout à l'heure que c'est une femme qui n'a plus de ressources. D'abord, de ressources internes, d'énergie pour faire ça. Elle va demander à la sage-femme de faire ça pour moi, faire ça pour moi, faire ça pour moi. Une sage-femme bien formée, c'est que non seulement elle va faire pour elle, mais elle va l'amener progressivement elle-même à prendre le relais pendant qu'on est en train de faire pour elle. Donc on fait pour elle et on la fait faire ensuite. Mais lorsque vous avez affaire à une personne mal formée ou un profane carrément, il va dire, c'est la petite chose, le seau là, toi tu ne peux pas aller prendre le seau là pour venir puiser l'eau et laver ton enfant. Tu dis, même des maris disent ça, il va dire, chérie, est-ce que tu peux me prendre le seau là? En fait, il faut comprendre qu'il y a quelque chose. Ah, bébé, viens, je vais t'aider, on va aller prendre ensemble. C'est suffisant. Vous êtes en train de régler un problème émotionnel qui va faire que vous n'irez pas loin dans un mécanisme, dans un problème de santé mentale qui est en train de pointer le bout du nez. Donc, aux familles, aux accompagnants, à tous ceux qui sont autour des femmes enceintes qui vont mettre au monde un bébé et qui doivent l'accompagner. Parce que l'épreuve de l'enfantement pour une femme dure 2 ans, contrairement à ce que nous pensons. Nous pensons que c'est 9 mois, comme elle a dit tout à l'heure, il y a eu des privations et tout. Non, c'est 2 ans. C'est 9 mois, donc pratiquement 1 an. Et l'autonomisation de l'enfant, encore 1 an, pour qu'il sache se débrouiller, se lever, marcher lui-même. Donc, la femme, pendant 2 ans, est dans une phase d'alerte permanente. Si elle manque de soutien, c'est normal qu'elle craque. Donc, nous ne devons pas prendre les besoins qu'elle nous adresse ou les plaintes qu'elle donne comme juste des caprices. Mais nous devons comprendre que derrière ce que nous appelons caprice, il y a une intelligence émotionnelle à avoir pour faire un accompagnement qui fait que sa femme ne tombe pas dans une dépression postpartum. D'accord. La sage-femme vous l'a dit, la grossesse ne connaît pas ancien client. Ce qui veut dire que ce soit votre premier, deuxième ou troisième accouchement, vous pouvez être sujet à la dépression du postpartum. Mais attention, cela ne voudrait pas dire que vous êtes une mauvaise maman. Vous vous adaptez à la nouvelle situation qui se présente à vous et vous avez aussi besoin de suivi psychologique ou de professionnels de la santé mentale. Ce n'est pas réservé qu'aux fous. J'espère que les informations que nous vous avons données ce soir vous seront d'une très grande utilité et vous l'avez remarqué, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mais quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.